Bonjour et bienvenue dans ce nouveau supplément au podcast de Le Nodal, un numéro dédié à une disparition simultanée de deux chaînes de la TNT. Nous enregistrons ce podcast lundi 24 février 2025 et vendredi 28, C8 et NRJ12 cesseront d'émettre. Un événement rare auquel succédera une renumérotation complète de la TNT au mois de juin, et bien sûr dans le même temps l'arrivée de deux nouvelles chaînes, la future T18 et le canal TV de Ouest France. En attendant d'accueillir ces deux nouvelles chaînes dans notre médiathèque, nous organisons cette petite veillée à l'ombre du clair de lune télévisuel avec Bastien et Valentin. Salut à vous! Salut Antoine, bonjour à toutes et tous. Salut Antoine, bonjour à toutes et à tous. Un podcast, vous en avez l'habitude, que vous pouvez retrouver enrichi d'une version vidéo. Ça se passe sur notre chaîne YouTube et sur l'application Spotify. Et nous, maintenant, on retourne en 2005 sur le canal 8. Dès le premier média, on a envie de chanter, Oui, Valentin, c'est quand même quelque chose. Ça y est, on a envie de danser là. Là, retour en 2005 directement. Vous souvenez-vous de Moonlight Shadow? Alors si vous étiez sur Direct 8 au lancement de la chaîne, il y a peu de chances que vous ne vous souveniez pas de cette chanson puisqu'on l'entendait pendant des heures, je pense, sur une journée. En boucle, les émissions étaient jamais à l'heure. C'était le principe du début de Direct 8, c'était tout en direct, mais rien à l'heure. Et donc du coup, il y avait beaucoup cette musique-là qui tournait. Oui, parce que du coup, il y avait des interludes entre les émissions. On voyait souvent des images de coulisses, donc la régie, les couloirs. Et on avait du coup cette musique qui était diffusée en fond. Les interludes pouvaient durer 5 minutes, 5 voire 10 minutes quand les émissions étaient en retard. Et on entendait cette musique qui, pour l'anecdote, aurait été choisie par Vincent Bolloré lui-même, donc celui qui a fondé, qui a lancé Direct 8, et qu'il aurait entendu à la radio un matin et qu'il aurait choisi. Voilà, il aurait choisi Moonlight Shadow. Donc voilà, cette chanson, si vous avez suivi la chaîne à ses tout débuts, c'est une petite Madeleine de Proust. Elle a été déclinée ensuite en plusieurs versions, notamment pour Noël. Voilà, on pouvait l'entendre dans une version avec des grelots, c'était très festif. Et voilà, faut dire quand même que cette musique, elle a été diffusée, surtout beaucoup diffusée, jusqu'à la nausée. C'était quand même, au bout d'un moment, un peu épuisant de l'entendre. Et voilà, mais ça reste un élément d'habillage. Moi, les souvenirs que j'ai de Direct 8, des débuts de Direct 8, c'est pas seulement des souvenirs d'habillage visuel, mais c'est vraiment cette musique qui était omniprésente à l'antenne. C'est tout le côté un peu lunaire de la première année de Direct 8. Il n'y avait pas de pub, tout était en direct. Il y a une super série d'articles dans la revue des médias de l'INA sur le lancement de Direct 8, où il raconte notamment qu'il y avait une équipe technique pour 2 régies. Et donc du coup, le temps qu'il migre d'une régie à l'autre, il mettait du coup l'interlude avec la régie, qui a fait les belles heures de Hardware FR, le forum. Cette musique, c'était le seul générique qu'on avait. Alors il y avait une déclinaison pour l'info, oui, une version un peu plus news entre guillemets de ce thème-là, mais sinon c'était la seule musique de générique qu'on entendait. Donc c'est vrai qu'à un moment, ça frôlait l'overdose. Oui, parce qu'il faut préciser qu'on l'entendait aussi en fait dans tous les éléments d'habillage et notamment les génériques, c'était toujours le même refrain qu'on entendait à chaque fois, quel que soit le générique, quelle que soit l'émission, quoi. C'était assez fou. Sachant que les génériques, c'était constamment le même concept avec ces 2 terres, puis ensuite des objets dans la thématique du générique pour aboutir à nouveau au nom d'émission qui apparaît. Alors il y avait des déclinaisons avec juste les 2 terres qui bougeaient. Alors on a échappé quand même à un logo avec un visage dessiné par Philippe Labro à la place de la planète en haut, qui s'appelait Didi, c'est ça? C'est ça. Pareil, c'est dans la revue des médias, et le logo est disponible sur le site de l'INPI, il a été déposé. Donc si vous voulez voir à quoi ressemble Didi, n'hésitez surtout pas à regarder le site de l'INPI. La chaîne Direct 8 à son ouverture, donc c'était un ovni télévisuel, et je ne sais pas si dans tout le paysage audiovisuel français et même mondial finalement, est-ce qu'il y a une chaîne au monde comme ça qui a utilisé un morceau du catalogue d'une musique qui n'a pas été composée pour la chaîne à ce point, quoi, finalement? Est-ce que ça existe? À ce point, je suis pas sûr. Et là, on est vraiment sur un morceau original dont la visée n'était pas du tout de finir sur une chaîne de télé française, quoi. Non. Ça, c'est un petit peu la V1 finalement de Direct 8. Et donc, Bastien, tu nous proposes un média qui symbolise un petit peu la deuxième ère de Direct 8. Tout à fait. Alors si vous n'avez pas l'image, figurez-vous que c'est un réveil que l'on voit bouger, comme le son l'indique au final. Et le logo de la chaîne a déjà changé. Le logo de la chaîne est déjà changé, on est sur un logo avec le premier phylactère de dialogue, où
la chaîne Direct 8 n'est plus la chaîne du direct, mais la chaîne qui parle en direct aux gens. Alors là, il y a encore beaucoup d'émissions en direct. On est sur la deuxième ère. La première période de Direct 8 qui a duré une petite année, en final, elle a été très peu reçue. Ça a été beaucoup vu sur Internet, notamment avec les forums Hardware FR. Mais il y avait peu de téléspectateurs. Les décodeurs TNT coûtaient relativement cher à l'époque. Il y avait peu d'émetteurs à la TNT. Donc le tout début de Direct 8, au final, peu de monde l'a vu. Et là, on est dans la deuxième ère où ça y est, Vincent Bolloré commence à laisser la main à son fils Yannick pour reprendre la chaîne, et on voit tout de suite que ça se professionnalise un peu plus, on entre plus dans les codes de la télévision, il y a des pages de pub déjà, ce qui n'était pas le cas quasiment de toute la première année d'existence de Direct 8. Et là, ça y est, chaque émission a aussi enfin son générique, on n'a plus du tout les génériques avec le Moonlight Shadow, on a un habillage qui est beaucoup plus aux normes de la télévision, en tout cas à l'époque en 2007. Et bon, les génériques d'émissions, par contre, on était encore plus proche de la chaîne locale que de la chaîne nationale. Là, ça reflétait ce qu'était le divertissement de la 8, ce qui était une émission, qui était une espèce de jeu, alors, comme beaucoup d'émissions à l'époque là, sur Direct 8, des faux jeux, des faux talk shows, des choses qui coûtent peu cher à fabriquer. Tu mets deux personnes qui animent une ribambelle d'invités, un peu de public, et c'était réglé. De mémoire, c'était les vendredis en prime, c'était genre le prime phare de Direct 8. Alors c'était à l'époque où la TNT essayait d'imposer ses nouvelles marques phares. Il y avait Taratata qui avait été relancé sur France 4. Il y avait pas mal de nouvelles émissions comme ça qui émergeaient un peu partout. Et Direct 8, c'était le divertissement de la 8. Mais alors, on peut revenir sur plein de noms d'émissions. Donc le divertissement et les animaux de la 8. Ça, c'est deux trucs qui sont de la 8, tout particulièrement. On avait la boîte de nuit. On avait 8 filles. Voilà, ça c'était les jeux de mots avec 8. Après, il y avait des choses qui étaient très terre à terre, genre avant d'acheter. Ça parle de quoi? De ce que tu fais avant d'acheter. C'est vraiment un truc on va comparer des objets, etc. Donc c'était vraiment très soit factuel, soit un jeu de mots avec 8, les noms d'émissions à l'époque. Tu parlais d'OVNI tout à l'heure, Antoine. Faut le voir aussi sur la forme, sur le fond, bien sûr. Mais le fond, c'était le tout direct, et ça a influé après sur cette forme unique d'une chaîne en direct continu ou quasi continu. Au début, ça devait être encore plus en direct que ça ne l'a été, mais ça coûte cher le direct, et donc il a fallu revoir les plans par rapport à la candidature. Mais en tout cas, on avait cette chaîne qui était en direct perpétuel, et j'ai envie de dire, dans le dispositif même, c'était tout à fait unique, et dans le rythme de l'antenne aussi. C'est-à-dire qu'on avait, on en parlait tout à l'heure, ces interludes avec ces immenses pauses, ces temps morts, hein, pour ainsi dire, parce que voilà, c'était quand même, parfois c'était l'ennui le plus total. Il a fallu adapter le bâtiment lui-même. Le bâtiment était un petit peu une sorte de plateau, un peu un acteur même de la chaîne, avec ces kilomètres de câbles qui ont été déroulés dans la tour Bolloré à Puteaux, avec ces caméras sur rail. Il y avait quand même des caméras au plafond qui parcouraient les couloirs. Enfin, c'était un dispositif quand même qu'on voyait pas partout. Et effectivement, par la suite, ça s'est un petit peu normalisé, notamment avec l'arrivée de la pub, où là, on a retrouvé une architecture de chaîne un petit peu plus classique. Réalisation conseil de Gérard Pulicino pour ses premières années, en tout cas, de la chaîne. Donc c'est une chaîne qui petit à petit s'est professionnalisée, et il y a eu du coup des recrutements de grands noms. Alors on va du coup parler du premier grand nom qui a été recruté par Direct 8, en la personne de Jean-Marc Morandini. Alors rappelons juste que celui-ci a été condamné en appel à 18 mois de prison avec sursis pour harcèlement sexuel sur mineur, jugement pour lequel il s'est pourvu en cassation. Et sachez qu'une autre procédure pour corruption de mineurs est en attente d'une décision d'appel au moment où on enregistre. Et nous, on en revient aux médias qui nous concernent, son émission en 2009. Tous ceux qui ont fait le pas ces 5 dernières années avec Jean-Marc Morandini et son équipe. C'est tout de suite dans la millième de Morandini. Oui, ça aurait été compliqué de passer outre Jean-Marc Morandini, puisque Jean-Marc Morandini, c'est presque le lien entre Direct 8 et NRJ12. Jean-Marc Morandini, c'est le premier nom recruté par Direct 8, la première émission phare, parce que tous les visages de Direct 8 avant étaient inconnus au bataillon. C'était des jeunes comédiens ou des jeunes animateurs en devenir. Là, c'est le premier nom, quelqu'un qui était
au top de sa gloire à l'époque en tant que journaliste média. C'est la deuxième carrière de Morandini après la carrière un peu plus trash qu'il a eu sur TF1, où il avait son blog sur jeanmarcmorandini.com, il avait son émission sur Europe 1, et c'est la mise en place de tout ce qui sera dénoncé un peu après comme étant le système Morandini. On relaie une rumeur sur le blog le matin, il y a un démenti sur Europe 1 à la mi-journée, et on fait le bilan sur Direct 8 le soir. L'émission deviendra au fur et à mesure un peu plus trash au fur et à mesure des années, et c'est une émission qui a duré effectivement de quasiment les débuts de Direct 8 jusqu'à la fin de Direct 8 en tant que Direct 8, jusqu'au rachat par le groupe Canal, puisque ce sera Cyril Hanouna qui prendra le créneau de l'Access Prime Time à la place de Jean-Marc Morandini, ensuite sur D8 puis sur C8. Et au moment où il se fait virer, il débarque sur Énergie 12 pour animer Vous êtes en direct, puis Morandini Télé People Buzz, qui aura duré au moins 2 semaines, ce qui est quand même incroyable. C'est au rang des plus grands accidents industriels télévisés, mais il aura lancé au passage sur Énergie 12 beaucoup de marques avant de revenir sur le groupe Canal, ce qui a déclenché la grève à iTélé et le départ d'un certain nombre de journalistes de la chaîne. Oui, tu parlais de système Morandini, c'est même une marque. Alors, bon, ça se voit très clairement dans le nom de l'émission qui s'intitule en toute modestie Morandini, avec un point d'exclamation, s'il vous plaît. Et par la suite, le générique va évoluer et le logo sera après repris sur son blog, ce qui prouve bien qu'il y a une sorte d'identité visuelle, un petit peu de transmédia qui se met en place. C'est-à-dire que l'un alimente l'autre et le contenu de son blog, en fait, irrigue ses émissions à la radio, puis évidemment à la télévision. Et ce sonore d'émission qui est toujours incroyable. Si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il y a une Formule 1 qui débarque au milieu, ça fait des années que je me pose la question et je n'ai jamais eu de réponse. Qui a duré du début à la fin de l'émission, hein, c'est quand même fou. Alors que le visuel a beaucoup changé, mais le sonore n'a pas bougé d'un poil, quoi. Et il y a un truc qu'on voit dans le générique. On voit des fausses interfaces, un jeu avec tout ça. Alors, c'est typique de l'habillage de Direct 8 de cette époque-là, où justement le jeu avec les interfaces, faire apparaître des fenêtres, des bulles, etc. C'est tout l'habillage, en tout cas l'habillage auto-promo de la chaîne. Et il transparaît encore plus dans le générique. Et c'est vraiment typique de cette fin d'année 2000, début 2010, où on se croit dans le futur en faisant semblant de toucher des choses. C'est quelque chose qu'on voit encore, ceci dit, dans les jingle pubs de France 2 actuellement. Mais beaucoup moins élaboré, avec beaucoup moins d'interfaces et beaucoup moins cet aspect futuriste qui du coup fait un peu vieillot maintenant. Un côté très Minority Report, quoi. Et donc toujours dans cette veine un petit peu de s'éloigner de la première version de Direct 8, on a la tentative de devenir une chaîne un peu plus généraliste et donc d'instaurer des rendez-vous et donc de finalement monter en gamme. Et toi Valentin, ce que tu nous proposes, c'est carrément une tentative de JT qui a été faite sur Direct 8. Vous souvenez-vous du nouveau journal? Alors je sais pas s'il a duré très longtemps, je ne crois pas. Mais effectivement, c'était une tentative. Alors voilà, un journal, c'est toujours depuis longtemps un marqueur d'une grande chaîne et elles ont été plusieurs ces chaînes ces petites chaînes à vouloir tenter de réinventer un peu l'exercice. M6 l'avait fait avec le 1945 qui avait été présenté à l'époque comme une révolution avec son présentateur debout, et Direct 8 dans cette quête de respectabilité et cette quête de devenir une grande chaîne a tenté le coup avec le nouveau journal, avec un concept pas si inintéressant au final, parce que c'était un journal qui avait chaque soir un invité, qui traitait évidemment de l'actualité, mais qui avait un invité et 3 Français, donc un panel voilà, de 3 Français qui intervenaient, réagissaient sur l'actualité et préparaient aussi, avec les équipes de Direct 8, le contenu du JT. Et voilà, très clairement, on le voit dans l'habillage, avec un concept assez novateur finalement, avec cette terre faite de tuiles, avec des images comme ça. C'est très beau, c'est très sobre, très élégant en même temps. Ça dénote aussi quelque part un petit peu du reste de l'antenne et de l'habillage, parce qu'il y avait voilà, encore beaucoup de génériques qui n'étaient pas forcément fameux, et celui-là pour le coup c'était une vraie voilà, une petite bulle comme ça, une petite respiration de sobriété et d'élégance. Et voilà, au final, un générique de Dream On, il faut le rappeler, qui avait fait aussi, du coup, à l'époque, le reste de l'habillage antenne. Et ouais, les génériques d'infos de Direct 8, c'est jamais là où Direct 8 s'est caractérisé par sa finesse. On avait un truc très ITV, avec des gros blocs de verre 3D juste avant, on avait eu plein de lasers, etc.
Donc c'est jamais là où Direct 8 a caractérisé sa finesse, en tout cas dans les génériques. Et c'est vrai que là on a quelque chose d'assez novateur qui dans la formule du JT se rapproche pas mal de ce que voulait tenter la 5 à un moment, avec beaucoup d'interactivité du public, etc. La bande-annonce d'ailleurs du format est disponible sur la médiathèque et vous pouvez voir la promesse qu'était ce nouveau journal sur Direct 8. Et très vite, ça a laissé place à un flash info tout à fait classique sur les derniers mois de la chaîne. Donc ce qu'on voit de toute cette ère, finalement, cette première ère de Direct 8 sous Vincent Bolloré, sous le groupe Bolloré, c'est des tentatives, beaucoup de tentatives, mais finalement, la chaîne finit par être rachetée par Canal+, par le groupe Canal+. Et donc en 2012, elle est supplantée par D8. 4, 3, 2, 1, c'est parti. Là, on est en 2012, la chaîne arrive avec plein de nouvelles promesses, elle arrive avec des nouveaux rendez-vous, des nouveaux talk-shows, notamment le matin avec le Grand 8 de Laurence Ferrari. On a un JT quotidien, midi et soir, qui va être proposé. Et une recrue en la personne de Cyril Hanouna, Valentin. Et tu nous parles, toi, de cet écosystème un petit peu avec l'émission Touche pas à mon poste qui va prendre de plus en plus de place avec Cyril Hanouna à sa tête. Et oui, alors on aurait pu faire une compilation des génériques de Touche pas à mon poste, parce que finalement il y en a eu pas mal tout au long des années d'existence de D8 puis de C8. J'ai plutôt choisi de vous proposer un des premiers génériques de Touche pas à mon poste, et plutôt une de ses déclinaisons, puisque au début de D8, il y avait énormément de déclinaisons de ce programme-là. Et là, en l'occurrence, c'était Touche pas à mes années 2000. Ce qui était intéressant, c'est que du coup, c'était le générique de La Quotidienne qui était repris, mais qui était personnalisé en fonction des spéciales. Alors là, pour les années 2000, on a des couleurs un petit peu flashy, on a voilà, le 2000 en chiffres digitaux pour rappeler un petit peu les interfaces numériques, on a des sortes de paillettes, mais à chaque spécial, il y avait un univers graphique différent, une direction artistique différente. Alors, pour vous rappeler un petit peu les déclinaisons, on a eu Touche pas à mon Patrick Bruel, on a eu Touche pas à mon Thierry Ardisson, on a eu Touche pas à ma nouvelle star. Voilà, à chaque fois, c'était des déclinaisons un petit peu thématiques. Et voilà, mine de rien, c'est assez intéressant d'un point de vue graphique parce que ça prouvait la grande versatilité du générique qui avait été pensé au départ. Effectivement, c'est le début de l'ère Hanouna, on pourrait dire de la dépendance de la chaîne à Cyril Hanouna, qui après a animé déjà beaucoup d'émissions lui-même, puis on a évidemment énormément produites. Là, on parle que de Touche pas à mon poste, mais il y a évidemment toutes les autres émissions ensuite qui ont irrigué la grille de la 8. Il faut se souvenir de la première année de Touche pas à mon poste sur D8, c'est une quotidienne plus une hebdo le jeudi qui était son horaire initial sur France 4. Et au final, cette hebdo s'est transformée en spécial qu'on a eu tout au long de l'année, puis des années au fur et à mesure. Et effectivement, ça s'est d'abord limité entre guillemets à Touche pas à mon poste et ses déclinaisons. Et puis petit à petit, on a eu de plus en plus de productions H2O. On a eu L'œuf ou la poule, on a eu Derrière le poste, on a eu tout un tas de magazines avant TPMP aussi. Et puis en 2015, il y a eu le contrat à 50 millions d'euros par an. Et puis là, on voit Touche pas à mon poste qui se décline en Touche pas à mon sport. C'est ce que le Palmacho d'ailleurs parodie dans un des sketchs sur la promo où ils inventent Touche pas à mes fleurs, Touche pas à ma musique, etc. Tout un tas de déclinaisons. Et puis ensuite, petit à petit, H2O a rempli de plus en plus de cases sur cette grille-là, pas toujours avec succès. D'ailleurs, à ce propos, il y a le Parisien, le journal Le Parisien, qui est en train de sortir une série, donc on vous mettra le lien dans la description, sur comment Cyril Hanouna a débarqué sur D8 juste après France 4. Donc une période un peu compliquée pour Cyril Hanouna en amont, quelque chose qui n'était pas forcément évident. Et finalement, l'arrivée de Cyril Hanouna à l'époque sur D8, on apprend que c'est un peu le plan de la dernière chance pour Cyril Hanouna et avec le succès qu'on connaît derrière. Donc ça, c'est le lancement de D8 en 2012. Donc c'est une chaîne qui arrive avec, comme je vous l'ai dit,
pas mal de promesses, pas mal de nouveaux rendez-vous, pas mal de talks, et aussi pas mal de reprises d'émissions déjà existantes. Oui, au final, on est quasiment au début de ce DA8 by Canal. Alors, il y avait des promesses au début qui étaient, alors qui ont été freinées en partie par l'autorité de la concurrence, mais diffuser des grandes séries Canal, de faire beaucoup de créations, etc. Il y avait tout un programme qui s'appelait Amazing Race, Oui. dont ils avaient fait beaucoup la promotion au lancement et qui a été un flop monumental, qui était un peu leur Pékin Express, qui avait coûté sacrément cher. Et donc face à ça, il y a tout de suite un peu une espèce de reprise en main, d'essayer de moins perdre ce côté Canal, qui pourtant ne transparaissait pas tant que ça dans l'identité ni de D8 ni de D17 qui avait été aussi racheté au groupe Bolloré. Alors on retrouve Cyril Hanouna ici déjà. On parlait de son omniprésence, déjà ça commençait par faire les primes de la Nouvelle Star. Et puis on commence à voir ce qui va caractériser toute cette frange de la TNT des années 2010, qui est le reboot d'anciennes émissions. On a eu plus tard sur D8 Apprendre ou à laisser, Le Maillon Faible, Une Famille en Or, sans la licence Une Famille en Or, pour le coup la marque appartenant à TF1, mais c'était Cyril Hanouna qui l'avait produit. Et là on avait un des premiers exemples qui est La Nouvelle Star, qui a été récupérée à M6 et qui a fonctionné, qui a fait 4 saisons quand même sur Direct 8. Moi je me souviens avoir beaucoup, sur D8 pardon, moi je me souviens avoir beaucoup regardé La Nouvelle Star à cette époque-là. Et c'est toute cette époque-là des reboots avec un générique aussi qui avait été rebooté, un peu modernisé. Et donc dans toute cette nouvelle promesse D8, il y a aussi quelque chose qu'on va voir apparaître petit à petit, c'est des opérations spéciales, des journées spéciales sur l'antenne. On voit ça tout de suite. Alors, ce qu'on vient de voir ou d'entendre, si vous nous écoutez en podcast audio, ce petit élément d'habillage, du coup, c'était le générique de D8 part en live. Voilà, c'est, comme tu le disais Antoine, une des nombreuses opérations spéciales qui est organisée au début de la chaîne. Ça s'est un petit peu perdu par la suite, mais c'était très caractéristique du D8 des débuts. Cet esprit de famille où on mobilise un petit peu toutes les incarnations de l'antenne, tous les rendez-vous. Il faut savoir que la grille de D8 était quand même marquée par des rendez-vous qui rythmaient un petit peu la journée. Il y avait le Grand 8 le matin, il y avait, comme on le disait tout à l'heure, les JT, puis évidemment TPMP le soir. Et voilà, mais en fait, c'était une chaîne qui clairement voulait accéder à la cour des grands, mais qui n'avait pas encore forcément beaucoup de moyens et qui cherchait à organiser des opérations pour marquer un peu les téléspectateurs, se faire connaître. Et voilà, D8 part en live, c'était, pour vous raconter rapidement le concept, c'était assez sympa en vrai. C'était une journée avec de complet direct, donc je crois de 10h jusqu'à 20h. Et donc on avait évidemment les émissions habituelles, mais on avait les images des coulisses. Ça avait été, mine de rien, je relisais des articles sur le sujet, un petit peu de préparation technique, pour les équipes, il y avait eu beaucoup de techniciens mobilisés. Mais voilà, donc une journée un petit peu entre direct et coulisses. Il y a eu le grand switch aussi, où les animateurs ont permuté de programme. Il y a aussi la Beach Party, ça c'était en juin 2014. Voilà, il y avait tous ces rendez-vous un petit peu sympas qui créent de la convivialité sur l'antenne et qui permettaient aussi de voir des éléments d'habillage un petit peu spéciaux. Je veux quand même revenir sur cette opération Le Grand Switch là, parce qu'on a quand même eu ce jour-là un truc qu'on ne reverra plus jamais, c'est-à-dire que le midi, Roselyne Bachelot, qui ensuite a été ministre de la Culture, a présenté le JT. Oui. Ouais. Donc il y avait Daphné Roulier qui présentait Touche pas à mon poste. Enfin voilà, moi c'est une opération qui m'a marqué dans la mesure où c'est des choses. Enfin voilà, on ne verra plus jamais ça. Non, normalement. Et ça permet des choses un peu baroques comme ça. Donc ça c'est en 2014. 2 ans plus tard, D8 se mue en C8. Vincent Bolloré a repris en main le groupe Canal+, et donc apporte sa patte et apporte aussi un changement des noms de chaîne. Donc c'est-à-dire que D17 devient C-Star, D8 devient C8, et plus tard, il y a eu toute la grève autour d'ITélé, mais ITélé devient CNews.
Mais ce changement de nom, il en dit finalement beaucoup de l'ambition du groupe Canal à l'époque, passer de D8 à C8, donc remplacer la lettre D par le C de Canal évidemment. C'était l'idée de mettre un petit peu de Canal+, dans ce qu'on appelait le pôle gratuit de Canal, donc les 3 chaînes, en l'occurrence C8, C-Star et CNews. Et ça, c'est un concept qui était reproduit de manière quasi littérale dans l'habillage, où on a, dans le jingle pub qu'on vient voir, on a ce logo avec une sorte de transition comme ça, du C qui amène vers le 8. Et donc il y avait toute cette idée de premiumiser un petit peu l'image des chaînes gratuites du groupe. Et c'est finalement en fait un petit peu l'histoire de ces chaînes-là depuis le début. On en parle depuis tout à l'heure, mais depuis Direct 8, il y a cette idée un petit peu de vouloir s'élever au niveau des grandes chaînes, de faire en sorte que les nouvelles entrantes soient au niveau des chaînes historiques. Et là, c'était un acte fondateur qui s'est fait par l'habillage même. Oui, et puis tu disais, D17 qui revient, c'est Star, c'est le retour du Star. Avant, c'était Direct Star. Alors, le canal 17 a connu de nombreuses identités, on y reviendra peut-être dans un futur épisode. Mais on parlait tout à l'heure du rachat du groupe Bolloré par Canal, en cas des entités télé de Bolloré par Canal. En fait, c'était le début de l'inverse, parce que le rachat s'était fait par des actions, et c'est ce qui a permis à Vincent Bolloré ensuite de monter dans l'actionnariat de Canal, et donc de reprendre sa chaîne en main. Et l'idée qu'on a derrière ça aussi, c'est il y a le basculement à C8, il y a la reprise en main par Vincent Bolloré, et il y a remettre des visages qui étaient avant sur Direct 8, mettre en avant les fidèles qui étaient là depuis le début, depuis la première aventure Vincent Bolloré. Et donc on est vraiment dans cette boucle qui se boucle. C'est maintenant que j'ai la marque Canal, je vais pouvoir mettre la marque Canal sur ce que j'avais comme ambition depuis le début. Et au final, cet habillage de C8 qui a été vendu au tout début dans la galaxie Canal comme étant Canal 8, on parlait de Canal 8, Canal Star, Canal News, ce qui très vite au final dans l'identité on l'a jamais vu, ça a été qu'un effet d'annonce au final, même si on le retrouve encore en Suisse de mémoire. Il y a certains canaux de distribution qui parlent quand même de Canal 8 et de Canal Star, ce qui est toujours perturbant à voir, mais cet habillage là du coup a très peu évolué. Il y a eu un léger rebranding ces dernières années, mais qui au final dans le concept a jamais vraiment évolué, seulement par petites touches au fur et à mesure des 9 ans d'identité maintenant de la chaîne. Et on précise que les logos ont été du coup conçus par BETC et les habillages, alors l'habillage de C8 en l'occurrence c'était Dream On, C-Star c'était Gédéon, et voilà. BETC, groupe Havas, qui appartient à Vivendi. On arrive gentiment à la fin de ces de 20 ans d'existence du Canal 8 dans sa forme actuelle. Et Bastien, tu nous as choisi un média qui finalement a été là depuis le début. Alors, il n'a pas été depuis le début sous cette forme-là, il a connu diverses évolutions à voir dans la médiathèque Le Nodal, mais c'est un peu un hommage à ces quelques émissions qui ont vécu ces 3 ères, Direct 8, D8 et C8. Celle-là, si vous êtes un octambule, si vous aimez ne pas dormir, mais si vous aimez la belle littérature, c'est Voyage au bout de la nuit. C'est l'émission de lecture nocturne de Direct 8, D8, C8, qui fait partie des divers programmes contenus comme ça tout le long de la vie. Il y a aussi Direct Auto et les animaux de la 8. On les reconnaît à leur nom très... soit autour du Direct, soit autour de 8. Il y a Gym Direct aussi qui fait partie des émissions des débuts de Direct 8. Mais donc voilà, c'est un peu... Il y a eu quelques émissions qui ont réussi à tenir tout le long. C'est généralement les émissions qui coûtaient soit pas très cher, soit qui avaient un aspect magazine qui s'est réorienté, parce que Direct Auto de l'époque de Direct 8, c'était une émission plateau où ça discutait beaucoup, et qui au fur et à mesure de la vie de la chaîne, ils ont gardé les marques, changé quand même pas mal le concept, voire changé de boîte de production sur la fin, parce que c'est Janton Production qui produisait les animaux de la 8 et Direct Auto. Mais donc voilà, c'est des émissions qui ont tenu sous une forme ou d'autre quasiment les 20 ans de la durée de vie de la chaîne. Donc on quitte le Canal 8 pour maintenant se consacrer au Canal 12, donc à savoir Énergie 12 qui elle aussi cessera d'émettre cette fin février. Et là, cette fois, on va partir de 2006. Alors si vous nous avez écouté, vous n'avez pas vu
Gillo qui tombe sur ce canapé, magnifique, Gillo qui tombe sur un canapé. C'est pas tous les jours qu'on a Gillo qui tombe sur son canapé. Alors il existe un habillage avant ça qui est celui qu'on a entendu juste avant en guise de transition, que j'appelle affectueusement les grosses boules en métal, qui est plus là pour montrer les nouveautés de Energy 12 qui se veut dès le début, chaîne en 16/9, diffusion de certains trucs en Dolby simplement. Donc il y avait vraiment cette volonté d'être une chaîne à l'avant-garde technologique, être la chaîne du home cinéma, etc. Et donc très vite, ça laisse place au fur et à mesure de la transition d'Energy 12 d'une chaîne musicale à une chaîne généraliste, qui a voulu être depuis le début une chaîne généraliste pour les jeunes, mais pour lancer la chaîne, on en parlait, très peu d'émetteurs, très peu de téléspectateurs, balancer des clips et balancer l'identité d'Energy marchait très bien. Là on est tout de suite juste après, on est en 2006, et c'est plus pour montrer les synergies au sein du groupe Energy. On a ce canapé qui devient central dans toute l'identité d'Energy 12. On a le canapé bouge dans les jingles pubs. Il se met un petit costard au moment du passage au Nouvel An 2007. Et on a régulièrement des stars qui tombent dessus. Je me souviens, il y en a un où il y a Samantha Oops. Qui se souvient de Samantha Oops? Voilà, mais en tout cas, Samantha et Chantal sont tombés sur le canapé d'Energy 12. Ce qui est toujours très marrant, mais c'est voilà, les stars passent à Energy, elles enregistrent le petit jingle pour Energy 12, et ça permet de continuer à faire monter la chaîne en gamme et à lui mettre quelques noms, lui associer des noms de stars, entre guillemets. Pour les 2 ans de la chaîne, on a l'inverse, on a Bruno Salomon qui arrive debout et c'est le canapé qui lui tombe dessus. En l'occurrence, un gros 2 ans à la place du canapé, mais ça parodie ce concept-là des stars qui tombent sur le canapé, qui sera le concept phare des débuts d'Energy 12. Et donc c'est un concept qui ne va pas rester si longtemps à l'antenne, puisque déjà en 2007... Et oui, logo relifté, nouveau concept. Alors, c'est vrai que les débuts d'Energy 12, moi j'en ai un souvenir beaucoup plus flou que celui de Bastien. Pour moi, c'est une époque où Energy 12 se cherchait beaucoup. On avait voilà, des habillages qui duraient pas très longtemps, ça changeait souvent, en tout cas sur le plan visuel. Mais par contre, il y a quelque chose qui n'a jamais changé, c'est évidemment cette voix, la voix de Richard Darbois, qui est celle d'Energy depuis 1993, donc qui est une voix extrêmement identitaire pour le groupe, et qu'on a retrouvé dans les jingles, déjà qui déclament ce slogan « Hit Music Only », qui est évidemment celui de la radio aussi, puis après qu'on retrouve aussi dans les bandes annonces de la chaîne, un petit peu partout. Et donc en fait, voilà, mine de rien, l'identité de Energy 12, paradoxalement, même si c'est une chaîne de télé, son identité, c'est surtout son identité sonore finalement, et cette voix assez marquante. C'est pas très étonnant parce que c'est pas faire offense au groupe Energy de leur dire qu'ils n'avaient pas encore une grande expérience de la télévision. Il y a eu l'éphémère aventure TV6, mais ça c'était dans les années 80 et ça a duré 1 an. Et donc là, le retour d'Energy sur la TNT via Energy 12, c'était un petit peu une sorte de revanche, de reconquête. L'idée aussi de faire ses preuves. Et donc Energy arrive avec son expérience, mais surtout son expérience radiophonique, et ça se ressent, je trouve, surtout dans l'habillage sonore de la chaîne qui était à ses débuts finalement assez marquant. Et ce côté-là très Energy, c'est quelque chose qu'on retrouve maintenant plus sur Energy Hit, qui est un peu le premier Energy 12 avec beaucoup de clips, et justement ces jingles avec rien d'autre que cette voix qui clame, Hit Music Only. Et donc Energy, on l'a dit, on le redit, c'est une chaîne télé qui se cherche beaucoup à l'époque, et donc qui a tendance à vouloir faire un peu comme les grandes sœurs. Energy 12. Oui, parce qu'on avait entrevu ce logo en 3D un peu glossy dans l'extrait précédent. Là, on a vu un des jingle pubs de l'époque. Et effectivement, c'est le moment où Energy essaie de faire comme les grandes. On revient un peu sur cette idée de petite chaîne qui essaie de faire comme ses illustres consoeurs. Alors... c'est un petit peu l'époque, en 2007, pour se replacer dans le contexte où voilà, les grandes chaînes mettent en place des habillages en 3D très puissants, voilà, des univers photoréalistes, très léchés. Et à cette époque, Energy fait un peu comme M6, qui avait, si vous vous souvenez, son logo en 3D voilà, qui flottait dans les jingle pubs. Et Energy va faire un petit peu la même chose. Et voilà, ça va être le début d'une sorte
d'affirmation, voilà, de statut pour la chaîne. Alors ça va passer aussi par toute une programmation. C'est le début où la chaîne met en place un certain nombre de rendez-vous. Il y avait une cage jeunesse qui s'appelait Energy Kid, qui, vous pourrez revoir le générique dans la médiathèque, un générique qui ressemble étrangement à M6 Kid, c'est assez bluffant. Puis après, les JT avec le 12 Info, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc voilà, c'est aussi l'époque où il y a une direction artistique un peu globale qui s'impose, non seulement à l'antenne, mais aussi aux émissions, où cet univers en 3D très réaliste, très léché, et ben, il va se diffuser un petit peu partout. Et notamment sur les chaînes sœurs de Énergie, on arrive à peu près à l'époque où le groupe va lancer sa chaîne locale, Énergie Paris, avec des jingles qui ressemblent un petit peu à ceux d'Énergie 12. Il y a un truc qu'on voit aussi dans ces jingles, c'est ce côté très 3D, très bloc. C'est aussi un des marqueurs de la TNT de cette fin des années 2000. On n'est pas si loin non plus de ce qu'a pu mettre en place W9, on n'est pas si loin non plus de ce qu'a pu mettre en place TMC. On a quand même une apparence commune à toutes ces mini-généralistes qui fait que ça devient compliqué de se démarquer un peu via son habillage sur ces chaînes-là. Et donc, compliqué pour ces chaînes de se démarquer des autres, autant dans l'habillage que finalement dans le contenu où on tente des choses et on tente des choses. Et oui, Valentin nous parlait du 12 Info, qui était à la base un JT, 12 Info et pas une de plus, même si à chaque fois il y avait une info en plus dans le sommaire, ce qui était toujours marrant. Le titre nous ment déjà. Et là, la chaîne s'est rendue compte que quand on veut être une mini-généraliste jeune, c'est pas forcément un JT qui va attirer les gens, mais c'était un JT très orienté pop culture. Il y avait quelques infos évidemment, actualité nationale, internationale, mais c'était très vite culture, pop culture. On garde la marque, on lui fait faire un tournant à 180 degrés, on la transforme en un programme humoristique animé par Cyprien, qui était connu avant pour animer, alors pour plein de vidéos YouTube, hein, évidemment, Monsieur Dream, mais aussi pour animer un format qui s'appelait le Rewind sur 20 minutes, 20minutes.fr, qui a continué comme ça pendant 10 ans, qui était une espèce de zapping du web. Et au final, le 12 Info reprend quelques-uns de ces codes-là, des pastilles qui étaient à la mode sur l'Internet des débuts des années 2010, pour en faire un vrai programme. Ça a profité un peu à la case, je crois que l'audience de cette case-là est fait x2 ou x3, ce qui restait quand même relativement faible, et le programme n'a pas duré très longtemps malgré tout, mais on est vraiment dans cette instauration de la thématique mini-généraliste jeune de la part de Énergie 12. Tu parles très justement de nouvelles formules, Antoine, c'est ça, hein. C'est pas seulement un nouvel habillage, c'est que cette nouvelle identité accompagne à l'époque un vrai renouvellement de fond de la grille. Et Énergie 12, qui commençait à être un peu connue pour la chaîne de la télé-réalité avec des marques assez fortes, à cette époque voulait arriver avec des programmes d'un autre genre, un petit peu plus statutaire. C'est l'époque de l'Académie des Neufs avec Benjamin Castaldi. Souvenez-vous, le reboot de l'Académie des Neufs. Valérie Damido, on l'a vu dans cette bande promo, qui arrive aussi sur la chaîne à l'époque. Voilà. Et un habillage un peu plus épuré, alors qui épouse les codes du flat design de l'époque. On a ce logo qui abandonne ses effets de relief, on a cet univers très sobre, des jingle pubs qui restent en 3 dimensions mais qui adoptent une nouvelle mécanique visuelle. Et c'est assez rare finalement dans l'histoire d'une chaîne qu'on a vraiment
un habillage qui accompagne une sorte de refonte un petit peu globale comme ça, refonte qui portera malheureusement pas vraiment ses fruits sur les plans d'audience parce que beaucoup de programmes malheureusement vont s'arrêter et ça signera un petit peu la fin de cette époque. Cela étant dit, l'habillage il va rester en place, il va évoluer très très légèrement, mais en tout cas il va accompagner la chaîne jusqu'à sa disparition cette année. Oui, les jingle pubs qu'on a vu apparaître en 2015 sont restés quasiment jusqu'à la fin. Ils ont évolué en fin de semaine dernière au moment où on enregistre, donc une semaine avant la fin de la chaîne, pour adopter quelque chose qui est plus dans la thématique IA, qui est très à la mode, qu'on voit apparaître de plus en plus sur la chaîne de la TNT, mais ça je pense qu'on aura aussi l'occasion de vous en parler. Alors j'ai choisi cette bande promo aussi pour parler des incarnations, parce que finalement, ça c'est, je trouve, un fil rouge qu'on peut lire dans l'histoire de Énergie 12, c'est cette idée de mettre en avant ces incarnations. Bastien t'en parlait tout à l'heure avec les jingles canapé qui mettaient en avant des stars ou des personnalités de la chaîne. Et là, on retrouve cette idée de mettre en avant ces personnalités-là dans cette bande promo, qui est vraiment très chouette, qui est très maligne, avec une chute vraiment à la fois vraiment sympa visuellement. Elle est vraiment bien pensée, cette bande promo. Et donc ces incarnations de la chaîne qu'on retrouve ici et qui en fait qu'on retrouve un petit peu partout, souvent dans les jingles qui sont thématisés, qui sont déclinés aussi avec les différents programmes, les différentes marques de la chaîne. Et donc ça, c'est un aspect que je trouvais assez intéressant et qui est vraiment très chouettement illustré dans ce petit film. Vous l'avez évoqué assez rapidement, mais cette nouvelle formule de 2015, finalement, ça n'a pas marché si bien. Ça. Et oui, ça c'était le générique du Mad Mag que vous venez d'entendre ou de voir. Alors, pour recontextualiser tout ça, on parlait juste avant, on a peut-être oublié un truc dans l'histoire d'Énergie 12 qui est la télé-réalité, qui est pourtant un marqueur phare de la chaîne. Dans le prime de fermeture, d'ailleurs, il y aura quasiment que des stars de la télé-réalité qui vont apparaître pour marquer les 20 ans de la chaîne. Au final, la télé-réalité, elle arrive en 2011. Avec Les Anges de la télé-réalité, c'est précédé d'une émission en plateau qui s'appelle Les Anges Le Mag. Et au fur et à mesure, donc c'est dans un plateau qui est rikiki, Énergie 12, vous regardez le plateau, pour le coup, Direct 8 avait des plateaux plus grands à l'ouverture de Direct 8 par rapport à ce qu'on a sur Énergie 12 ensuite. Mais on a des habillages qui sont très reconnaissables entre les émissions d'Énergie 12, et notamment cette bande en haut qu'on voit dans les émissions Les Mag, qu'on a vu dans les émissions de Morandini, qu'on a vu dans les émissions de type Tellement Vrai, etc. La bande en haut avec la thématique de l'émission, qui est un marqueur fort de l'habillage des magazines d'Énergie 12 et qui montre qu'il y a quand même une synergie dans l'habillage des différents programmes qu'on voit maintenant encore sur les génériques de fin, qu'on retrouve aussi sur M6, mais qui au final se perd dans beaucoup de groupes maintenant, cet habillage commun, ce marqueur commun d'identité qu'on peut trouver sur différentes émissions. Et donc cette émission d'avant-soirée, c'est le MAG, ça devient un des marqueurs de Énergie 12. Émission d'avant-soirée avec le MAG, puis la télé-réalité. Et au final, on a un enchaînement continu de nouvelles télé-réalités qui fait que ce MAG, il dure de 2011 à 2016. Il s'interrompt un peu avec les nouvelles formules. Et en fait, très vite, Énergie 12 renoue avec la télé-réalité. Ils ont tenté cette formule mini-généraliste, moins jeune, un peu plus grand public. Énergie 12 était un peu sulfureux à cette époque-là, au moment de la nouvelle formule. Et au final, ils replongent dedans parce qu'ils avaient perdu quasiment toute l'audience qu'ils avaient, en relançant un mag qui s'appelle le Mad Mag jusqu'en 2016. Et au final, la chaîne a continué à errer après cette tentative de repositionnement. Elle fait revenir la télé-réalité en catastrophe, mais le genre s'essouffle de plus en plus. Il y a beaucoup d'accusations, et notamment de harcèlement, qui sont faites pendant les tournages. Donc c'est un genre qui devient encore plus sulfureux et encore plus dénoncé. Et au final, on s'oriente vers un Énergie 12 qui va petit à petit arrêter d'investir dans les programmes. Ils vont tenter quelques fictions, encore une fois orienté autour des stars de la télé-réalité, avec influence notamment, qui ne fonctionnera pas mieux. Et petit à petit, on va voir les séries reprendre le dessus et une chaîne qui va principalement s'orienter entre la diffusion de téléachat le matin et la diffusion de séries le reste du temps et des rediffusions d'une saison aux zoo aussi. Voilà, c'est les trois piliers de la chaîne Énergie 12 maintenant. C'est ce qui a été dénoncé par l'Arcom puis par le Conseil d'État et qui a mené à la fermeture de cette chaîne.
Et donc la chaîne qui fermera donc ce 28 février avec une soirée spéciale pour les 20 ans de la chaîne, qui est qui est en fait un anniversaire d'enterrement finalement. Enfin, Ça, ne dites pas enterrement. Hein. Encore, C8 assume totalement qu'ils arrêtent la chaîne, mais ils le clament d'ailleurs dans tous les programmes. Énergie 12, non, c'est les 20 ans. C'est les 20 ans d'Énergie 12. Ne parlez pas de fermeture sur l'antenne, surtout pas. On a eu le logo, l'habillage avec le point levé, Énergie 12, je sauve Énergie 12. À partir du moment où il y a eu la décision du Conseil d'État qui a entériné celle de l'Arcom, ils ont arrêté. Et puis maintenant, on a juste, non, en fait, nos 20 ans, vous inquiétez pas, on ferme pas, hein, c'est les 20 ans. Avec la fin qu'on connaît. On va faire un petit peu comme avec C8, D8, Direct 8. On va reprendre un petit peu une émission un petit peu emblématique de Énergie 12 et une émission que vous allez peut-être reconnaître à l'audio. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Tellement Vrai. Et ouais, Mathieu Delormeau nous l'a dit, tellement vrai. C'est un programme, l'audio on le connaît par cœur, ça fait partie de cette thématique de programme documentaire, voyeuriste, témoignage, mais globalement low cost. C'est ce qui est là-dedans. Alors maintenant, ça a été remplacé surtout par des immersions auprès des gendarmes. Ça, pareil, maintenant, là, sur la TNT, toutes les chaînes, on en a partout. Mais avant, c'était un peu ces émissions à la tellement vrai. C'est une des émissions phares de la chaîne. Si on dit Énergie 12, la plupart des gens entendent Tellement Vrai, ou en tout cas ont entendu Tellement Vrai. Et c'est une émission qui a été beaucoup parodiée, notamment sur YouTube. Ça fait partie de ces marques phares d'Énergie 12. Alors qui s'est un peu arrêté, pareil, parce que beaucoup dénoncé et très sulfureux, qui fait encore les beaux jours de mémoire de ça je suis pas sûr, mais je sais pas à quel point elle fait encore les beaux jours des rediffusions de Chérie 25. Mais en tout cas, on sait que ça a été diffusé plein de fois aussi sur Chérie 25. C'est partie de ces programmes que le groupe Énergie a fait diffuser sur toutes ses antennes. Tout comme d'ailleurs Les Anges, qui a été diffusé à la fin de Énergie Paris, parce qu'Énergie Paris, à la fin, n'avait plus grand-chose de local. Elle était surtout une rediffusion des programmes d'Énergie 12. Mais voilà, c'est un dernier hommage à ces programmes tellement parodiés, tellement connus, qui est tellement vrai. Et donc, d'ici quelques mois maintenant, au 6 juin, toute la TNT va être réorganisée. On va avoir 2 nouvelles chaînes qui vont arriver. Et donc, T18 et Ouest France TV, OFTV, qui arriveront à ce moment-là. On a déjà un petit peu des embryons de choses qui commencent à apparaître. Oui, il y a eu quelques annonces qui ont été faites, notamment dans la presse. T18, son logo a été dessiné par Étienne Robial et l'habillage a été fait par Gédéon. C'est ce qui a été en tout cas annoncé par Denis Oliven dans la presse. Ouest France Télé, c'est encore un peu nébuleux. On sait qui produira, à l'heure où on enregistre, le talk show quotidien qui sera du coup Together et France Télé Studio. Mais pareil, pas d'infos sur le nom définitif de OFTV, Ouest France TV. Mais on sait qu'en tout cas, ce qui a été appelé pendant longtemps Réel TV ou CMI TV va elle s'appeler T18. Et donc, à partir du 6 juin, sur le canal 8, on aura LCP, la chaîne parlementaire qui sera diffusée, et sur le canal 12, on aura Gulli, donc une réorganisation qui interviendra d'ici au 6 juin. Et entre-temps, on devrait avoir sur les canaux 8 et 12 une bande promo pour nous annoncer justement cette nouvelle numérotation. Et ça va faire partie des choses que vous allez voir évidemment comme la fin des chaînes et comme cette rétrospective sur la médiathèque Le Nodal. Oui, on s'était posé la question de savoir si on allait avoir un écran noir entre la fin de C8 et Énergie 12 et le lancement des nouvelles chaînes, ce qui aurait certainement déstabilisé un petit peu les téléspectateurs. Mais visiblement, le choix a été fait de profiter de cet espace disponible pour informer le public des changements à venir et les orienter un petit peu aussi dans cette nouvelle numérotation à venir qui représente quand même un sacré Big Bang pour la télévision. Et donc Valentin, tout ce Big Bang, on pourra aussi en discuter d'ici là sur nos forums. Et là actuellement, vous pouvez découvrir ce fameux logo de la future T18, ce logo d'Étienne Robial. Et ainsi se termine ce supplément. On se retrouve bientôt pour un nouveau podcast. En attendant, vous pourrez remonter le fil de ces 2 fois 20 ans d'antenne sur notre médiathèque. Et vous pourrez aussi découvrir le nouvel habillage sur le fil et en IA de Énergie 12. Retrouvez-nous aussi sur nos réseaux sociaux, X, Blue Sky et Instagram. Il y a de quoi faire. Salut. Salut.